Alors, merci d'être là, merci pour cette invitation. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Lebar et je travaille au CAC, qui est le collectif des associations citoyennes, qui est un collectif qui, depuis 2010, rassemble des militants associatifs de tout domaine. Au départ, le travail du CAC, ça a été vraiment de voir comment s'opposer en fait au processus de marchandisation de l'action associative, et puis chemin faisant, plein de thèmes qui ont été abordés autour de la co-construction de l'action publique et autour globalement des libertés associatives. Voilà. Alors, l'idée, c'est cette conférence flash conçue comme... Allez-y, prenez place. Merci. L'idée de cette conférence flash, c'est simplement d'être une sorte d'intervention questionnante, c'est-à-dire que je vais apporter quelques éléments et puis après on en parlera ensemble. En fait, cet apport interrogatif, il a pour but de réfléchir ensemble à deux questions simples mais existentielles. Les deux questions, c'est qui êtes-vous et que pouvez-vous faire? Voilà. Alors, le vous, en l'occurrence, c'est des lieux intermédiaires et indépendants. Alors, les réponses à ces deux questions, qui êtes-vous et que pouvez-vous faire, on va préciser un peu ces deux questions. L'idée, c'est de finir sur qu'est-ce que vous pouvez faire et on verra. Vous verrez qu'en fait, le but, c'est éventuellement d'aller jusqu'à une esquisse d'un plan de bataille. Voilà. Et que pouvez-vous faire plus précisément? L'idée, c'est de renvoyer en fait à ce qui est dans la conclusion de ce livre qui est sorti en mai 2021, qui s'appelle « Quel monde associatif demain ?» La conclusion s'appelle « Vers un associationnisme du 21e siècle » et la question, pour la préciser, c'est que pouvez-vous faire pour finalement contribuer à ce que pourrait être cet associationnisme du 21e siècle. Mais donc, avant ça, la première double question à se poser, c'est qui êtes-vous? Et donc le double questionnement, c'est comment vous vous appelez et comment on vous appelle. Alors, est-ce que vous vous appelez ou est-ce qu'on vous appelle lieu intermédiaire et indépendant? Est-ce que vous vous appelez ou est-ce qu'on vous appelle tiers-lieu? Est-ce que vous vous appelez ou on vous appelle structure d'initiative privée à but non lucratif? Alors, éventuellement, en rajoutant structure d'initiative privée à but non lucratif, d'intérêt général, ou cherchant de bien commun, ou d'utilité sociale, etc. Alors là, je me réfère à des termes et à des notions qui sont très abondantes, notamment dans la littérature officielle. Ou alors, est-ce qu'on peut vous appeler espace public autonome? Et je voudrais en fait m'arrêter sur cette appellation pour voir avec vous si on peut vous appeler espace public autonome. C'est l'hypothèse flash de cette conférence flash. Est-ce que cette notion d'espace public autonome, en tout cas, alors, ce que j'en comprends, parce que je ne suis pas non plus hyper spécialiste d'Habermas, qui est ce philosophe allemand contemporain qui l'a forgé et qui en fait même la pierre angulaire de sa pensée. Sa pensée qui a pour but de rien de moins que vivifier la démocratie de manière à ce qu'elle réalise un certain nombre de ses promesses, et notamment l'articulation entre la protection et l'émancipation. Protection et émancipation à la fois individuelle et collective. Donc l'hypothèse ou l'intuition heuristique, c'est que cette notion d'espace public autonome peut nous aider à penser vos lieux, ce qu'on y fait, ce qu'on en fait, ce qu'on pourrait y faire, etc. Voilà. À condition peut-être qu'on dépasse un paradoxe, une sorte d'oxymore contenu dans cette notion même d'espace public autonome. Donc, pour dépasser ce paradoxe, on va commencer par l'assemblage des termes qui ne posent pas de problème, c'est espace public. Donc, espace public, ça c'est des choses qu'on a dans l'oreille, on entend souvent. Et alors, si on se réfère à Alain Letourneau qui a commenté Habermas, l'espace public, c'est un ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun. C'est une première approche très très simple. L'espace public, c'est un ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun. Alors, c'est un spécialiste d'Habermas et il précise quand même un peu les choses en rappelant la filiation de la pensée d'Habermas avec la tradition kantienne, en expliquant que cette idée chez Habermas prend naissance dans l'observation de l'Europe moderne. Donc,
et dans la constitution d'espaces publics bourgeois qui interviennent comme des contrepoids au pouvoir absolutiste. Et ces espaces, en fait, ils ont pour but de médiatiser la société et l'État en tant que l'État est responsable devant la société par la publicité. Alors la publicité au sens, pas au sens de Jacques Séguéla, au sens d'Offentlichkeit de Kant. Voilà. Excusez-moi pour l'accent, il n'est pas forcément... Voilà. Non, c'est les références. Voilà. Donc, espace public, ça va. Par contre, espace public autonome, là, ça commence à poser problème, l'assemblage du terme public et autonome. Parce que autonome, alors, a priori, on peut penser tout de suite à une autonomie par rapport au marché, quoi. Que les marchés ne dictent pas leurs lois sur ces espaces publics, ça paraît assez logique. Mais autonome des pouvoirs publics, là, ça se corse parce que finalement, ça pose la question de ce que sont ces pouvoirs publics ou de à qui ils sont, qui les possède. Voilà. Et ça va poser finalement la question, on y reviendra après, de la différence entre des sujets et des assujettis. Alors, pour creuser un peu sur cette notion d'espace public autonome, il y a 5 ou 6 lignes directrices qu'on peut lister pour avoir un cadrage définitionnel. Bon, d'abord, le fait que ça repose sur un savoir, voire une expertise issue du terrain, issue de la praxis quotidienne, quoi. Le deuxième point, c'est la capacité à conserver une capacité critique. Le troisième point, c'est la capacité à construire une parole politique et une expression de point de vue. Et tout ça, quatrième point, à partir d'une gouvernance particulière, une gouvernance démocratique, un fonctionnement qui permet à chacun de prendre part. Et puis, dernier point, c'est l'implication dans des corps intermédiaires qui traduisent la conscience de sa responsabilité dans la cité et son devoir d'implication dans les choix politiques qui intéressent les secteurs d'intervention. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure sur la prise de parole liminaire, le fait que c'est des lieux qui parlent, qu'il y a aussi des lieux qui parlent au nom du rôle qu'ils jouent dans des réseaux de lieux. Voilà. Et donc, on voit... Alors, ça, c'est des éléments de définition que j'avais posés rapidement avant de voir le travail hyper précis de Philippe Henry et de lire les actes du dernier forum. Voilà. On pourra se référer à Philippe Henry. En tout cas, on voit qu'à travers ces éléments de définition, les établissements publics autonomes tracent une troisième voie entre le tout public et le tout marché. Et ce qui paraît intéressant dans cette notion chez Habermas, c'est qu'elle articule différents niveaux. Au niveau de la structure même, du lieu éventuellement. Deuxièmement, au niveau du réseau des structures. Et troisièmement, au niveau de la société démocratique elle-même. Et sur ce niveau de la société démocratique, dans ses développements autour de la notion de démocratie délibérative, Habermas donne un rôle central en fait aux associations. Pour lui, les associations libres, alors j'insiste parce que ça pose forcément la question des libertés associatives, mais ces associations libres forment le point nodal d'un réseau communicationnel prenant naissance dans l'entrelacement des espaces publics autonomes. Voilà. Et je ne développe pas plus, mais chez Habermas, la notion d'espace public autonome au niveau macro, au niveau de la société, fait coexister un espace public fort, formé d'assemblées, de parlements, en gros la démocratie représentative, et un espace public qu'il appelle faible, composé de mass médias, d'associations organisées, et ce qu'il appelle de l'afflux spontané d'opinion. Alors, cette notion donc, d'espace public autonome, elle aide possiblement donc, à se poser la question la vieille question que faire, c'est-à-dire les actions possibles, et en l'occurrence, comme action possible, il y a le fait de tracer cette troisième voie entre le marché dominant et l'entreprise et l'administration publique dominante. Alors, pour tracer cette troisième voie, il faut 3 choses. Il faut d'abord avoir conscience évidemment que cette troisième voie est possible, donc la cerner, la définir, la conscientiser, la caractériser, la comprendre, etc. Ensuite, la situer par rapport aux deux autres,
et puis se situer soi dedans. Et alors, pour ce faire, il y a deux choses qui peuvent nous y aider. Il y a un cadre théorique très très simple que je vais vous présenter avec un schéma, et il y a l'histoire. Alors, le cadre théorique très très simple, il est là, je l'emprunte à Jérôme Guibert, qui est un sociologue que je pense pas mal d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'il a beaucoup travaillé dans le secteur des musiques actuelles. Et il a théorisé ce qu'il appelle le monde du milieu. Et le monde du milieu, c'est ce triangle qui est composé par trois pointes. Ici, la pointe du marché. Voilà. Là, la pointe du do-it-yourself, la pointe underground, voilà. Et là, la pointe de l'État, pour État, en tout cas, l'intervention publique, les collectivités publiques. Et la manière dont Jérôme propose une vision, une lecture de son action, c'est de dire comment est-ce que nous, structures, ou nous, porteurs d'action, on se situe dans ce monde du milieu. Vous voyez ? C'est-à-dire que, par exemple, là, on aura la scène, on aura l'opéra de Paris, ultra subventionné, etc. C'est plutôt ici, quoi. Voilà. Là, on aura le dernier squat punk qui vient d'ouvrir. Et puis là, on aura Jean-Pierre Camus, producteur de Johnny Hallyday, ou Live Nation, vous voyez, le segment marché, quoi. Et nous, comment est-ce qu'on se situe là? Comment est-ce qu'on positionne notre hybridité là-dedans? Voilà. Donc ça, c'est une première chose qui permet de comprendre où est-ce qu'on est et de se situer dans ce qu'on est. Et la troisième chose, c'est tout simplement l'histoire. Donc, je parlais de ce livre-là, Quel monde associatif demain, et je fais du placement de produit pour ce livre-là, qui est, le titre, c'est pas Quel monde associatif hier, mais ça pourrait être ça. C'est une histoire des libertés associatives qui vient de sortir, là, et qui est en fait une proposition de lecture de 2 siècles d'histoire de l'action associative, découpée en 3 périodes. Et en gros, à ces 3 périodes correspondent 3 référentiels différents, qui sont en fait ces 3 pôles-là, et donc 3 imaginaires différents, ou 3 idéaux différents. Et alors, là, on est dans la configuration de ce triangle-là, le triangle où le marché domine. Mais ça n'a pas toujours été ça. Ce qu'on essaye de revisiter dans cette histoire en s'appuyant sur les travaux de Jean-Louis Laville, de Michel Rio-Sarcé, etc., c'est de voir comment, dans la période de 1789 à 1848, on est là-dedans, en fait. On est dans un ressort de l'action collective qui repose sur le do-it-yourself. Alors non seulement parce qu'on n'a pas le choix, on est dans ce qu'on appelle, dans ce que Victor Hugo appelle la damnation sociale, et ce qu'il décrit dans Les Misérables, on est dans ce contexte-là, donc on n'a pas le choix, il faut s'entraider pour s'en sortir et donc s'associer. Mais on est d'autant plus dans le do-it-yourself qu'en fait, s'associer est interdit depuis 1791 et la loi Le Chapelier. Et qu'il va falloir en fait plus d'1 siècle, et à Waldeck-Rousseau, plus de 20 ans et 33 projets de loi, pour arriver à la loi de 1901. Voilà. Et donc, on est à ce moment-là dans l'associationnisme pionnier du 19e siècle, qui est en fait le ferment de la révolution oubliée de 1848, qui est en fait une tentative d'aller au bout de la révolution de 1789, quoi, et de pas simplement avoir un nouvel ordre politique institutionnel, mais un nouvel ordre économique, qui permet la réalisation complète de liberté, égalité, fraternité. Donc, ce premier référentiel, il est là, et il va être remplacé par un deuxième référentiel, qui est, donc c'est comme si on imaginait que là, le triangle était dominé par cette sphère de l'État, avec lentement la construction de l'État social et puis de l'État-providence, et du rôle majeur, enfin, du rôle clé plutôt, que les associations ont joué là-dedans. Je ne dis pas un rôle majeur, parce qu'en fait, à ce moment-là, les associations sont dans le prolongement des politiques publiques. Mais l'écriture de l'histoire, de la régulation des rapports sociaux, elle est duale en fait. Elle repose sur une répartition des rôles en quelque sorte entre l'État et le marché. Au marché, à l'économie, la création de richesses, et à l'État, le social, la répartition de ces richesses-là. Et donc,
dans ce cadre-là, les associations vont se développer largement, mais vont être en partie adossées ou supplétifs de la puissance publique. Hein. Et c'est cette période-là qui s'arrête à partir de 1983, donc c'est la dernière partie du livre, c'est-à-dire le moment où commence la phase qu'on appelle dans le bouquin le néolibéralisme triomphant, et on distingue 3 moments du néolibéralisme triomphant. Le premier moment qui est le moment du néolibéralisme de nos grands-parents, c'est-à-dire de Friedrich Hayek, Milton Friedman, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, voilà. Et ensuite, une deuxième période où le néolibéralisme va devenir beaucoup plus difficile à combattre parce qu'il va complètement intégrer la question sociale, ou les questions culturelles, etc. Et c'est donc le blairisme, le macronisme d'une certaine manière, qui repose sur l'idée qu'il n'y a pas simplement une main invisible du marché, il y a un cœur invisible du marché. Autrement dit, faire du pognon, faire du profit et faire le bien, c'est possible. Et c'est là que arrivent les entrepreneurs sociaux, etc., et qu'arrive en même temps une certaine ringardisation des acteurs traditionnels que sont notamment les acteurs de la solidarité, les acteurs associatifs, construits avec l'État-providence. Et donc, ce marché dominant, il en arrive maintenant sur une dernière période qui nous a conduit, nous, à cofonder l'Observatoire des libertés associatives, qui est le néolibéralisme autoritaire, alors, qui est bien décrit par des penseurs comme Grégoire Chamaillot dans La société ingouvernable ou d'autres. Voilà. Donc du coup, ça permet de se situer un peu et d'en arriver à la question qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, et un espèce de plan de bataille. Voilà. Alors, j'ai 3 points sur ce plan de bataille. Le premier point, c'est sur le mot bataille. C'est-à-dire que dans certains débats, le mot bataille ne convient pas, et donc alors, on peut répondre qu'effectivement ça se discute, ce mot-là, mais que ça se discute peut-être d'autant mieux qu'on se rappelle cette phrase de Warren Buffett, alors une phrase qui est bien connue, mais en 2005, donc ce milliardaire américain dit « Il y a une guerre des classes, c'est un fait. Mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et qui est en train de la gagner. » Voilà. Donc, il ne parle pas de bataille, il parle de guerre, mais dans ce contexte-là, ben, il nous faut définir les objectifs de la bataille, et je pense qu'on peut les définir de 2 manières complémentaires. D'abord, le fait de lutter en fait, contre ce qu'on peut appeler l'extension du domaine du marché, c'est-à-dire en fait, le fait que tout ça contamine la sphère du marché, contamine tout le reste. Voilà. Et lutter contre l'extension continue du domaine du marché, c'est dessiner la nécessité d'alliances très très importantes avec l'ensemble des défenseurs de l'action publique. Et donc, ça signifie qu'acteurs publics et acteurs privés, là je parle pour Michel des associations, mais pas que, doivent être mobilisés. Autrement dit, ça veut dire que, évidemment, la lutte contre le démantèlement des services publics et la lutte pour les libertés associatives sont les 2 faces d'une seule et même pièce. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a réussi à créer ces alliances, donc une certaine efficacité dans la défense de l'action publique contre l'extension continue du domaine du marché, il faut voir comment à l'intérieur de ce combat pour l'action publique, on arrive à faire une bonne place à l'initiative citoyenne, à l'initiative citoyenne collective, à l'initiative citoyenne collective organisée, à l'initiative citoyenne collective organisée associative. Et donc ça veut dire tout ça, notamment lutter contre une certaine forme d'institutionnalisation aussi de l'action associative, qui est le piège qui peut menacer un certain nombre de structures au bout d'un moment donné, et ce qui donne les clés peut-être de quelques éléments constitutifs du plan de bataille. Et le premier élément, c'est la lutte contre l'entropie, c'est-à-dire ce mécanisme physique de perte d'énergie inéluctable. Voilà. L'entropie, c'est une expérience physique qu'on fait tous les matins en se versant un café bouillant dans notre tasse et en constatant 1 heure après qu'il est froid. Voilà. Et donc,
La question, c'est comment est-ce qu'on construit de la négantropie, c'est-à-dire l'inverse, une préservation de la vitalité, en fait, de l'énergie, etc. Et l'hypothèse que je voudrais poser là, mais pour qu'on la creuse, c'est que les droits culturels peuvent nous aider à ça. Voilà. Les droits culturels peuvent nous aider à combattre le mauvais côté, on va dire, de l'institutionnalisation par la revitalisation de l'action en permanence par la relation, en fait. Voilà. Mais on pourra revenir sur ça. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans ce plan de bataille, c'est, pour reprendre un jeu de mots tout à l'heure, c'est l'articulation du je-nous, c'est-à-dire du sujet et du collectif, du je et du nous. Et puis, troisième élément, le fait de creuser des notions clés comme la réciprocité ou, pour nos lieux, je sais plus comment on dit en latin pour nos domus, une économie domestique. Voilà. Réciprocité et économie domestique, faut évidemment se rappeler que c'est deux des composantes de l'économie telle que définie par l'autre Karl Polanyi, qui est justement, dans le terrain académique, un adversaire de Hayek et des néolibéraux, qui tendent à réduire l'économie au marché. Et lui, il a une approche anthropologique où il dit que l'économie, évidemment, c'est pas que le marché. C'est trois autres volets, en fait. C'est l'économie de marché, mais l'économie de la réciprocité, l'économie domestique, et l'économie de la redistribution, c'est-à-dire de l'intervention des pouvoirs publics. Et donc, il faut qu'on arrive à creuser ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement, pragmatiquement, tous les jours, cette réciprocité, cette économie domestique? Comment est-ce qu'on la conscientise? Comment est-ce que, du coup, on la valorise? Et comment est-ce qu'on s'appuie davantage dessus? Et puis, le dernier point, c'est tout simplement de surfer sur les dynamiques qui arrivent à lier protection et émancipation. Et pour citer qu'un seul exemple, on peut parler de la sécurité sociale alimentaire, qui est un projet assez fort porté par un certain nombre d'associations actuellement, et qui est assez fort en ce qu'il revisite en fait les bases même, l'ADN de la sécurité sociale. Et justement, le fait qu'au départ, ce sont les citoyens, alors en l'occurrence beaucoup réunis sous l'égide du syndicat de la CGT en 1945, mais n'empêche que c'est les citoyens qui, à la force du poignet, font les caisses de sécurité sociale avant que ces sujets, en fait, ces sujets politiques que sont les citoyens quand ils font cet acte politique deviennent petit à petit des assujettis sociaux. Voilà. Et donc, cette dynamique-là, elle est extrêmement importante, et puis elle est d'autant plus importante que probablement elle ouvre la porte à un champ encore plus vaste de réflexion qui renvoie notamment aux travaux autour du salaire à la qualification professionnelle ou du salaire à vie de Bernard Friot, et finalement un autre rapport au travail. Voilà, ce qui me fait penser juste, dernière référence pour finir, sur cet autre rapport au travail, une référence qu'on a partagée tout à l'heure, mais que je trouve extrêmement importante, qui est assez simple d'accès, qui est une intervention de Bernard Stiegler en 2014 au BIS de Nantes. Vous tapez Bernard Stiegler, BIS de Nantes 2014. Vous avez 20 minutes d'intervention lumineuse où il explique deux choses. Il explique justement sur ces notions d'entropie, de négantropie, pourquoi est-ce que les intermittents sont le laboratoire en fait, du travail du futur. Et la deuxième chose, c'est qu'il explique pourquoi est-ce que les acteurs culturels qui étaient réunis dans cette salle en 2014 doivent arrêter de défendre leurs subventions, d'aller voir les institutions en disant ne baissez pas notre subvention, mais au contraire, dans une posture beaucoup plus offensive pour demander beaucoup plus de fric. Voilà. Voilà, je m'arrête là, j'ai un petit peu débordé par rapport au temps, mais ça permet quand même d'avoir un temps d'échange. Est-ce que vous pouvez préciser sur, vous évoquez les droits culturels comme contre l'entropie, l'institutionnalisation, vous êtes peut-être un peu... Ouais, en fait, moi c'est une réflexion qui m'est venue en partie de mon expérience en tant que membre d'un conseil d'administration d'une association sociale, d'une structure sociale. Et du coup, en observateur des dynamiques qu'il y avait dans cette association, il y avait des travailleurs sociaux qui arrivaient et qui se coltinaient avec des problèmes sociaux super durs, qui forcément, au bout de quelques années,
entraîner du découragement, de la fatigue, une difficulté à revenir sur les ressorts même de leur engagement. Voilà. Et comment est-ce que, par endroits, dans certaines structures sociales, la loi du 2 janvier 2002, qui fait une place aux usagers de ces structures sociales, est venue en fait, des fois, revivifier le fonctionnement même de la structure en faisant en sorte que c'est les usagers qu'on plaçait en situation de responsabilité, de dire mais quel fonctionnement est-ce que vous voulez pour la structure, et qui du coup, dans la relation entre travailleurs sociaux et bénéficiaires sociaux, permettait d'avoir beaucoup plus leur mot à dire, et ce fait d'avoir beaucoup plus son mot à dire, le fait de pouvoir créer les conditions que chacun prenne part dans un travail collectif, et le fait que on n'assigne pas à une personne juste une seule identité, le fait qu'elle est bénéficiaire du RSA, voilà, et qu'on voit l'autre beaucoup plus comme une ressource à travailler, comme une richesse potentielle pour soi et le collectif, en fait, c'est le fondement même des droits culturels. Voilà. Peut-être dans la suite, j'ai pas compris l'économie domestique. Quelle place elle a là-dedans? En fait, comment tu l'as définie? En fait, l'économie domestique, c'est par exemple la deuxième journée de travail que font un certain nombre de femmes quand elles rentrent chez elles. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Ces femmes qui font ce travail chez elles, dans d'autres foyers, le ménage a les moyens de payer une femme de ménage, par exemple. Donc là, il y a une économie. Voilà. Donc l'économie domestique, c'est tout ce qui n'est pas monétaire, mais qui fait quand même que, notamment tout ce qui est autour du care, du soin, de la maintenance, de l'entretien, etc., est fait. Voilà. Et donc cette économie domestique, je pense que ça serait vraiment intéressant de se demander ce qu'elle est ici, par exemple, dans le 37e parallèle. C'est quoi l'économie domestique? Qu'est-ce que ça représente? Les normes de travail de maintenance, etc. Je suis sûr que tout à l'heure, quand il parlait qu'ils n'ont pas dépassé 3,5 millions de travaux, c'est parce qu'il y a eu en fait une sorte d'économie domestique, c'est-à-dire de l'huile de coude, etc. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus, nous en dire un peu plus sur l'Observatoire des libertés associatives, votre voie actuelle, et puis ouais. Alors, cet Observatoire des libertés associatives, il a été créé donc en 2018-2019, après en fait la suppression des emplois aidés et de tout ce qui s'est passé derrière. Et en fait, il a été créé, ça c'est complètement déterminant, avec un conseil scientifique qui est venu bosser avec des associations pour venir étayer au prix d'une méthode rigoureuse d'analyse des choses qu'on voyait nous confusément et qu'on voyait avec le biais de notre action militante. C'est-à-dire qu'on n'était pas hyper crédible en disant il y a un problème avec les libertés associatives, puisque quelque part on était partie prenante, enfin on était juge et partie. Donc il y a eu tout un travail sur le comité scientifique pour notamment rigoureusement établir à partir de 100 cas des relations de causalité entre des prises de position politiques et des sanctions qu'ont vécues un certain nombre d'associations. Et donc on a typologisé ces sanctions qui sont de 4 ordres. La moins grave étant ce qu'on appelle les attaques discursives, réputationnelles, de mise au banc, de disqualification des acteurs associatifs, à la plus grave étant en fait la répression policière qu'on peut vivre à Bure ou à Calais ou à Briançon, etc. Et ce rapport a été rendu et il a permis en fait de mettre à l'agenda politique cette question-là, avant même de vivre une situation qui a depuis empiré, avec notamment deux projets de loi emblématiques, le projet de loi de sécurité globale, et puis le projet de loi censé comporter le respect des principes de la République, avec, pour le monde associatif, deux dispositions extrêmement importantes, qui sont, l'extension des possibilités de dissolution des associations, et puis deux, le fameux contrat d'engagement républicain, dont il faudrait parler extrêmement longuement, et qui, dans ce livre-là, l'histoire des libertés associatives, me fait dire qu'on a changé d'air. C'est-à-dire qu'on a eu la période du 1er juillet 1901 jusqu'au 24 août 2021, date de l'adoption de ce projet de loi, parce qu'on est dans, maintenant, plus du tout un rapport de confiance, puisque la loi de 1901 est quand même une loi de confiance entre les autorités publiques et la société civile, mais un rapport clairement de défiance. Bon, CF, l'affaire Alternativa à Poitiers, qui a peut-être suivi, etc.
Est-ce que ça peut être un indice d'évaluation des politiques publiques, le rapport à la... Est-ce que, voilà, parce que là j'entends quand même un travail fait sur qu'est-ce qui est... Moi je rêve d'un atlas des politiques publiques où chacun titrerait sur la commune et verrait ce qui s'y passe. Tout à fait. Mais je trouve que la question de l'indice, je trouve que c'est assez pertinent par rapport au développement d'une association, puisque c'est la liberté ou enfin, son vécu local. Est-ce qu'il y a des grosses associations qui sont membres Oui, en fait, il y a des grosses... il y a la Fédération des Arts de la rue, qui est partie prenante de cet observatoire, mais il y a des associations comme FNE, donc France Nature Environnement, qui est une énorme structure, parce qu'elle est composée de beaucoup de petites structures. Il y a... Il y a de l'éducation populaire. Il y a dans l'éducation, il y a Framasoft qui se présente comme une association d'éducation populaire évidemment. Il y a la coordination Passons-nous, qui se présente comme le syndicat des quartiers populaires. Oui, il y a quand même, voilà. Le rapport, j'imagine, est-il trouvable sur... Alors, il faut aller sur la coalition LA pour Liberté Associative Coalition. Donc, tapant rapport observatoire des libertés associatives, c'est un rapport assez court, voilà, et c'est le premier rapport qui est un rapport générique, et qu'ensuite on est en train de décliner. Là, il y a 2 autres rapports qui sont en train de sortir, plus sectoriels. Il y a un rapport avec les associations musulmanes, dites musulmanes, voilà, qui a été fait spécifiquement. Et puis là, au mois de janvier, on sort un rapport très spécifique sur le secteur des associations qui interviennent dans le secteur du logement. Voilà. Le prochain rapport sera, parce que malheureusement l'actualité nous dicte ça, sur les dissolutions, qui sont accélérées même avant l'adoption du projet de loi. Apéro. Merci. Apéro. Apéro.